l'histoire de France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, l'Empire romain, au 1er et au 2e siècle, a relevé le défi de l'arrivée d'une nouvelle religion, le christianisme. Mais arrivera-t-il à faire face aussi bien aux vacillements suivants ? Épisode 9, la fin de la Pax Romana et de l'Empire. Alors, la fin de l'Empire romain, un gros dossier. Comment l'expliquer ? Les Romo-chrétiens, ça, l'Empire a déjà affronté. Bon, ok. Qu'est-ce qui resterait au IIIe siècle qui pourrait le déstabiliser ? Mais oui, bien sûr, de bonnes petites guerres civiles entre candidats au pouvoir impérial. Et puis des bandits, ah oui. Et aussi des déserteurs qui font régner la terreur partout où ils passent. Voilà, là on comprend. Ça déstabilise et affaiblit un empire. Et ça met fin à la paisible période de la Pax Romana, au passage. Mais ce serait trop simple si ça s'arrêtait. Là, on parle de l'Empire romain quand même. Ça ne s'effondre pas comme ça. Eh oui. Et en plus des guerres civiles, des bandits et des déserteurs, l'affaiblissement s'accentue encore face aux barbares venus de l'Est, que les frontières ont de plus en plus de mal à contenir. Un mot à ce propos. Pendant longtemps, à ce sujet, on parlait des invasions barbares. À présent, on a compris qu'il s'agissait surtout de grandes migrations. En effet, certains sont venus discrètement, progressivement, et se sont intégrés à la population et dans l'armée. Mais c'est vrai que d'autres, au contraire, emploient la force et les grands moyens. Les Francs, par exemple, une ligue de petits peuples sur la rive droite du Rhin, et dont le nom signifierait libre ou intrépide. Les Alamans, également une autre ligue de petits peuples. À plusieurs reprises, ils mènent des expéditions en Gaule, et parfois de grande ampleur. En l'an 275, ce sont 60 villes qui auraient été détruites. Les multiples trésors enfouis dans la panique et retrouvés plus tard par les archéologues en sont un témoignage. Et pour faire face à ces incursions, les Gallo-Romains fortifient leur ville. Garde bien en tête que le mot « barbare », tout comme le mot « gaulois » ou « celte » au départ, sert pour les Romains à désigner les autres, ceux qui ne sont pas romains justement. Cela, encore une fois, ne désigne pas forcément des brutes monstrueuses et ignares, même si c'est ainsi que pouvaient parfois les percevoir les Romains. Repoussés à plusieurs reprises au IIIe siècle, les Francs et les Alamans reviennent au milieu du IVe siècle. Puis finalement, les Francs, de leur côté, s'allient aux Gallo-Romains pour défendre les frontières du Rhin. En effet, au Ve siècle, d'autres peuples affluent, toujours plus nombreux, fuyant eux-mêmes les attaques ennemies sur leurs terres. Ce sont les Suèves, les Visigoths, les Burgondes et les Vandales. Ils traversent le Rhin et font irruption en Gaule, saccagent, pillent et volent. Aujourd'hui, on pourrait dire justement qu'ils vandalisent les terres qu'ils traversent, avant de s'installer, les Visigoths en Aquitaine ou les Burgondes dans la future Bourgogne. Les Francs, eux, sont restés plus au nord. Ces tribus, une fois entrées en Gaule, se constituent peu à peu en royaume, fragilisant toujours plus l'Empire romain qui continue pourtant d'exister. Et ce n'est pas fini. Un frisson venu de l'Est parcourt les terres occidentales. Les Huns arrivent. C'étaient déjà les Huns qui avaient fait fuir de chez eux les Vandales et les Visigoths. Ce sont encore eux, maintenant, précédés de leur terrifiante réputation qui se profilent à l'horizon. Petits, trapus, le visage balafré, ils se nourrissent de racines sauvages et de viande crue. Redoutables cavaliers juchés sur leurs rapides chevaux, ils n'épargnent rien, ils détruisent tout. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse plus.
plus !» murmure-t-on dans les chaumières lorsque d'un souffle inaudible, on évoque leur chef cruel et sanguinaire. C'est du moins l'image que la postérité en a gardée. Soyez toujours vigilants et un peu critiques sur ce que vous lisez ou entendez. Cette image, c'est celle transmise par ses ennemis. Elle est donc le reflet de ce qu'ils ont choisi de dire, et non pas le portrait global d'un individu plus complexe. Car Attila est un homme cultivé. Prince du peuple des Huns, il a été élevé à la cour de Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, depuis que l'Empire romain a été divisé en deux parties, à la fin du IVe siècle. Devenu roi, il installe sa cour en Hongrie, dans un palais somptueux que fréquentent les philosophes et où les meilleurs orfèvres exercent leur art. Nous sommes loin du barbare assoiffé de sang. Toutefois, pouvoir et richesse, ces deux puissants moteurs, l'ont poussé au combat et à la guerre. Et le voici donc en 451, à la tête de ses troupes, cap vers la Gaule, massacrant sans pitié les populations qu'il rencontre. Les villes se vident, tous fuient à son approche. Tous? Non, pas Geneviève. Sa famille, riche et puissante à Paris, appartient à l'aristocratie gallo-romaine. Geneviève s'était très jeune consacrée au Christ, mais quand son père meurt, elle prend la suite de ses fonctions politiques dans la direction de la ville. À l'approche des Huns, et alors que les Parisiens veulent fuir, celle qui s'oppose à eux pour les pousser à la résistance et à la prière n'est pas une simple petite jeune fille inspirée seulement par Dieu, mais bel et bien une dirigeante de la cité. Elle emporte la décision finale et Attila s'écarte. Il comprend que Paris va se défendre et préfère fondre sur Orléans. La ville est sauvée. En souvenir de cet épisode, celle qu'on appelle désormais Sainte-Geneviève est considérée comme la protectrice de notre capitale. Paris est à l'abri. Oui, mais Orléans et les autres territoires vers lesquels galope le fléau de Dieu et ses terribles Huns, qui saura en venir à bout? Rassure-toi, car à l'horizon s'élève un nuage de poussière. Le général romain Aetius approche à la tête de ses troupes. Elles sont le fruit de l'alliance des Romains avec les Burgondes, les Visigoths ou encore les Francs. Unis par leur crainte des Huns, ils font face ensemble à leur ennemi commun. La bataille dite des champs cataloniques s'engage. Nous sommes le 20 juin 451, à proximité de Troie, et le combat est féroce. Théodoric, le roi des Visigoths, est tué, mais Aetius l'emporte. Les Huns sont vaincus, Attila s'enfuit. C'est la victoire du rapprochement des mondes romains et germaniques, alors que l'Empire d'Occident vit ses derniers instants. L'agonie se prolonge jusqu'en 476. Cette année-là, le dernier empereur romain, Romulus Augustule, ça veut dire petit empereur, est renversé et les insignes impériaux envoyés à l'empereur d'Orient à Constantinople. Cette date marque la fin de l'Empire romain d'Occident et avec elle, la fin de l'Antiquité. Non, 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 pas si vite. L'Antiquité, c'est long aussi, et ça mérite bien qu'on récapitule un tant soit peu. Donc, déjà, au début, à l'âge de bronze, les Celtes arrivent en Europe. Ce sont en fait plein de peuples différents qui se mélangent avec les populations qui étaient déjà là. Ensuite, il y a l'âge du fer. Parfaitement. Ces Celtes, il ne s'agirait pas de les prendre pour des barbares basiques et primaires. Oula, surtout pas. Ils sont super forts en plein de choses, l'agriculture, l'artisanat, le commerce. Ils ont inventé plein de trucs utiles que nous utilisons encore aujourd'hui et sont en relation avec les peuples qui les entourent, notamment les Grecs d'abord, puis les Romains. Tout à fait. Pour les Celtes, qu'on peut appeler aussi Gaulois, les femmes ont un rôle à jouer dans la société et les druides sont au cœur de la vie des villages. D'ailleurs, il n'y a pas que des villages, mais aussi de grandes villes très actives qu'on appelle des oppida. Je crois que tu as tout compris. Mais les Romains aussi trouvent que la Gaule c'est super et entendent bien la conquérir. Jules César entre alors en action. Il finit par vaincre Vercingétorix et les Gaulois résistant à Alésia. La Gaule devient alors gallo-romaine et invente une culture qui mélange les deux héritages. Oui, et puis... Oh, laisse-moi finir, s'il te plaît. La Pax Romana dure 3 siècles quand même. Mais l'Empire est déstabilisé au 1er siècle d'abord par la montée de la nouvelle religion des chrétiens.
Ensuite, il a du mal à résister face aux troubles liés aux guerres civiles et aux grandes migrations de populations d'Europe de l'Est. Les Francs, par exemple, qui s'installent en Gaule, plus ou moins pacifiquement. Ces grandes migrations s'accentuent entre le IIIe et le Ve siècle, et finalement, l'Empire romain s'effondre en 476, mettant un terme à l'Antiquité. Débute alors le Moyen-Âge. Tu le découvriras lors de la prochaine saison. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. Loïc Journeau pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubecht pour le mastering, Olivier de Boisgelin, Titouan Huitric et Axel Vaught pour les voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.